Université indépendante. Je crois que oui, c'est vrai, je le dis, c'est sincère. Alors, je ne vais pas faire l'exposé pour eux, j'en serais bien incapable, mais c'est vrai que chacun sent bien que la télévision, on est au carrefour, là. Il se passe plein de choses, au niveau des matériels, hein, des nouvelles technologies d'information et de communication, il se passe plein de choses au niveau des diffuseurs, il se passe plein de choses au niveau des contenus, parce que tout cela influe également sur les contenus. Et puis, il y a la déferlante Internet, sur laquelle on peut aussi voir la télévision. Alors, moi, je vous présente, donc Monique Léger, Marianne on la présentera plus précisément, mais Sébastien Rouquette, qui prendra la parole en premier, est maître de conférence en communication au pôle universitaire Lardy, dépendant de l'université de Clermont 2. Il est sociologue, il est spécialiste de la réflexion sur les médias, et moi je le remercie vraiment d'être là ce soir parmi nous. Elle parlait de partenariat, je crois que c'est instauré depuis 2-3 ans un partenariat avec le DUT Service des réseaux de communication, où vous êtes vous-même professeur. J'ai trouvé que vous aviez été lauréat du prix de l'INA en 2001, de l'Institut national de l'audiovisuel, et vous avez également écrit plusieurs choses. Moi j'ai repéré, il y en a peut-être d'autres, Vie et mort des débats télévisés, et puis également L'impopulaire télévision populaire. Sans doute avez-vous eu, ce sont 2 livres, donc on peut trouver effectivement chez les libraires, j'imagine, ou à la bibliothèque Valérie Larbaud. Vous avez sans doute eu d'autres productions, peut-être de fascicules ou autres. Et vous avez parlé ce soir de l'industrie culturelle et mondialisation des programmes. Tu veux dire un mot de présentation de Monique Léger? Alors Monique Léger, d'abord, c'est une amie d'enfance. Hein. Nous avons usé nos fonds de jupe sur les mêmes bancs du lycée des Célestins. Et en plus, oui, en plus à Paris, nous sommes montés à Paris, comme on dit. Et elle a donc fait carrière, si je puis dire, à France, c'était FR3, après France Télévisions. J'ai du mal à la suivre dans les méandres de tous ces couloirs. J'ai été souvent la voir en déjeuner, elle me montrait les couloirs avec des noms d'arbres. Enfin, c'était un peu complexe, elle me racontera. Et maintenant, donc, elle est juriste à France Télévisions, avec des S, hein, c'est au pluriel, donc. Et elle est bien placée pour nous parler de la télévision hier, aujourd'hui et demain. Et donc, elle revient dans sa terre natale, et c'est toujours avec grand plaisir, je pense. Et je veux dire aussi que non seulement elle est juriste, mais elle est très érudite, parce qu'elle nous a aussi fait des conférences, en particulier sur les portes de bronze en Italie, parce qu'elle aime beaucoup l'Italie, et donc c'est bien d'être à l'heure actuelle à la fois polyvalent et spécialisé dans quelques domaines. Voilà, alors merci Monique d'être venue. Un nouveau rapport qu'il y a entre l'industrie de la télévision d'un côté et l'industrie de la culture de l'autre. Alors l'industrie de la culture, en l'occurrence, je parlerai surtout de l'industrie musicale. Des émissions dont peut-être vous avez entendu parler comme La Nouvelle Star, Star Academy, sont au carrefour de ces 2 industries-là, industrie de la culture, industrie de la télévision. Et l'analyse de contenu de ces programmes permet de voir comment on peut faire une stratégie, qui est une stratégie, en fait, une association de 2 industries, comment ça se traduit dans des programmes et comment on essaye, tant bien que mal, de limiter le risque, quitte à faire des programmes plus ou moins aseptisés. Alors, j'ai pris une petite note quand même. J'espère que tous vous avez plus ou moins vu des extraits de ce type de programme. On en montrera un petit bout tout à l'heure. Un extrait très court mais significatif de la façon dont on légitime ces inconnus qui deviennent ensuite des stars, entre guillemets, de la chanson. Alors, chaque industrie a ses objectifs qui sont propres, objectifs qui peuvent se retrouver et qui peuvent justifier une association. Alors d'un côté, on a l'industrie du disque, qui est toujours partenaire essentiel de ce type de programme. Aucun programme de Star Academy ou Nouvelle Star ne se fait sans un grand groupe de musique derrière, qui est là pour toute la partie musicale, enregistrement de disques, faire partie d'un jury, etc. Bon. Alors, d'un côté, l'industrie du disque, elle se caractérise par plusieurs contraintes. Des contraintes qui sont propres à l'industrie du disque. Alors, elles sont générales, qui sont... c'est un secteur dans lequel le succès n'est jamais garanti. Si on compare à la voiture, par exemple, il est plus facile de prévoir le succès ou l'insuccès d'une voiture
que de prévoir le succès ou l'insuccès d'un disque. Comme c'est difficile à prévoir l'industrie de la culture en général, de disques en particulier, a plusieurs stratégies pour essayer de rendre moins risqué le fait de produire des disques. Par exemple, en produisant énormément de disques différents, en jouant donc sur la masse. Beaucoup de disques vendus, beaucoup ne sont pas beaucoup achetés, beaucoup ne sont que peu achetés, mais un petit nombre est suffisamment acheté pour rentabiliser le plus grand nombre de disques. Mais c'est quand même un domaine dans lequel la part d'invendus est la plus grande. S'il y avait autant d'invendus dans l'industrie, par exemple, des voitures, ça fait longtemps que PSA serait morte. Alors, parmi les autres techniques qu'utilise l'industrie de la musique, il y a par exemple le fait que le personnel est structurellement précarisé dans les spectacles. J'ai encore lu un article aujourd'hui sur ce sujet-là, où malgré la réforme, c'est encore un problème qui va ressortir sur le tapis. Bon, un problème qui ne pourra pas être réglé parce que de toute façon, une des façons qu'a la musique pour essayer de régler la difficulté qu'elle a à prévoir le succès ou l'insuccès de disque, c'est de jouer sur des contrats précaires, des risques qui sont pris essentiellement par les groupes musicaux, qu'on laisse faire. Beaucoup font des tournées, beaucoup n'y arrivent pas, quelques-uns percent, et une fois qu'ils percent, ceux-là sont repris par de grands groupes musicaux. Mais il faut d'abord qu'ils fassent leurs preuves, qu'ils rament de leur côté pendant des années parfois, avant d'être signés par de grandes maisons de disques. Bon, c'est vrai de tous les systèmes, donc les musiciens, etc. etc. C'est vrai dans le système de la presse, les journalistes, il y a beaucoup de journalistes en contrat précaire avec des pigistes par exemple. Donc il y a de multiples stratégies pour essayer de réduire le risque. Une stratégie nouvelle, et c'est là qu'il y a le rapport avec la télévision, c'est d'essayer de faire des disques qui soient des disques dont on soit sûr qu'ils vont plaire au public. Comment faire des disques dont on est sûr qu'un public large va pouvoir les acheter? C'est un domaine, enfin, c'est pas évident. Le disque, la musique est le domaine par excellence du goût subjectif. C'est le domaine par excellence où on se fait plaisir, où on achète pour soi, où on achète pour se faire cadeau. On n'achète pas par obligation. Comment une industrie dans un domaine aussi précaire peut-elle essayer de produire des disques dont elle est sûre qu'elle produira, dont elle est sûre qu'elle vendra un nombre suffisamment rentable pour entrer dans ses fonds? Donc voilà l'intérêt pour lesquels des sociétés comme par exemple Vivendi Universal, parce que là je parlerai plus précisément après. Tout en venant en voiture de Paris, après avoir regardé un peu plus mes documents, je me suis dit, mais tout compte fait, tu vas parler du service public. Bien sûr, c'est parce que tu as fait toute ta carrière dans le service public. Bien sûr, c'est parce que tu as choisi de faire toute ta carrière dans le service public. Mais après tout, pourquoi un service public? C'est peut-être la question qu'il faut se poser et qu'on va poser ce soir. Et là, je dois dire que, pardon, mais vous m'aidez considérablement. Parce que pour moi, la télévision, et je comprends pourquoi je suis, même si les salaires sont beaucoup moins élevés que dans les chaînes commerciales, pourquoi j'ai choisi de rester tout le temps dans le service public. Parce que je crois que c'est encore là un lieu où on respecte la création, où on respecte, où on organise, certes, où on valorise la création, mais où on choisit de respecter la création. Vous entendez? La créativité et le patrimoine. Et qu'on essaie de faire autre chose auprès des mentalités, auprès des cerveaux, autre chose qu'un effet de mode. Donc merci, je suis très contente d'avoir passé 35 ans, premièrement à l'ORTF. J'ai commencé à l'ORTF, bon, peu de temps. Hein. Je suis rentrée comme juriste, affectée au service juridique parce qu'il faut dire que je suis juriste, essentiellement juriste de formation, mais j'ai quand même un peu fait de lettres et d'histoire parce que c'est quand même ça l'intérêt aussi du droit, c'est de savoir à quelle époque on se situe et savoir que c'est toujours une photographie d'un choix de société que l'on fait et non pas simplement une circulaire qui s'applique.
Donc, ce qui me plaît dans le droit, c'est de choisir. Et donc, je suis restée pendant très longtemps à m'occuper du droit d'auteur, à participer incontestablement de la construction du droit de l'audiovisuel, avec l'arrivée des cassettes, l'arrivée de la copie privée, à quoi servait la copie privée. La copie privée devait servir à renforcer la création et à soutenir la production. Et ensuite, donc, j'ai fait ça sur FR3, qui est devenu France 3. Et à l'heure actuelle, j'ai rejoint depuis un certain nombre d'années la holding et l'ensemble des chaînes pour le président précédent. Et Patrick de Carolis, aujourd'hui, m'a confié à nouveau le secrétariat des conseils de France Télévisions et des chaînes et la coordination des conseils des chaînes. Donc c'est un lieu où on apprend à se taire, mais volonté, ambition stratégique et pourquoi le service public. Particulièrement dans ces périodes où on a voté, le Sénat d'abord et l'Assemblée nationale viennent de voter au cours de la semaine la loi sur la télévision du futur. Donc, bien évidemment, les couloirs dont parlait Marianne ont retenti et ont bruissé de 1000 amendements, choisis par les uns, choisis par les autres, soutenus par tel ou tel lobby. Parce que ce qu'a mis en évidence notre ami, enfin, que je découvre ce soir, c'est effectivement l'ingérence de certains lobbies. Là, vous avez parlé du lobby musical, ce que l'on appelle les majors musicaux. Et les majors musicaux de la variété. Ah oui, uniquement. Ouais. Or, effectivement, la création ne se borne pas à ça. Donc, ce qui différencie le service public, c'est déjà son mode de financement. Son mode de financement, c'est depuis et majoritairement assuré par l'État. C'est l'État qui est actionnaire de France Télévisions. France Télévisions ensuite redistribue aux chaînes dont il a la responsabilité les sommes, mais c'est l'État qui est actionnaire de France Télévisions. Ce qui n'empêche pas d'avoir de la publicité et d'avoir donc un certain montant, un tiers à peu près des ressources supplémentaires qui viennent de la publicité. Donc ce financement public, on pourrait se dire, mais après tout, pourquoi je paye? Eh bien, à entendre un point de vue, c'est aussi pour soutenir la création, aussi bien en soutenant les sociétés de production qui font des œuvres de fiction, qui font des documentaires, parce que vous pourrez regarder et faire peut-être maintenant un peu la différence entre les chaînes de télévision, en dehors des chaînes du service public, vous n'avez pas de documentaire, sauf sur la forme, par exemple, d'Ushuaïa sur TF1, qui est une espèce de reportage. Ce ne sont pas vraiment, enfin, ce ne sont pas des documentaires de création. Ce sont des reportages très bien faits. C'est pas, surtout, on ne va pas critiquer Nicolas Hulot, Dieu s'en fout. Je serais bien la seule, mais là n'est pas mon intention. Qui permettent un accès à la connaissance de tout un chacun, c'est en effet sur les chaînes du service public. Et les producteurs de documentaires ont toujours insisté, y compris auprès du ministre de la Culture, quelle que soit sa couleur, quel que soit le gouvernement, de façon à obtenir le maintien d'un niveau de service public et du maintien de subventions et de parts accordées par la télévision publique aux œuvres de documentaire, comme aux œuvres de fiction et comme aux spectacles vivants. À l'heure actuelle également, les spectacles vivants, je ne parle pas des spectacles vivants que l'on fabrique, je parle des spectacles vivants qui se sont créés en tant que spectacles vivants et que l'on va capter pour leur donner un écho au-delà des 300 personnes qui pourraient venir le voir.
peut-être qu'un jour, France Télévisions arrivera pour faire une captation à l'Opéra de Vichy. Si j'y arrivais, ça me plairait bien. Je ne prends pas tout à fait l'engagement encore dès ce soir. Mais effectivement, des créations, des œuvres de patrimoine qui méritent elles aussi. Je ne dis pas que les jeunes filles que vous valorisiez ne méritent pas d'être reconnues et ne méritent pas la carrière que je souhaite qu'elles fassent, mais ce ne sont pas les seuls. Ce ne sont pas les seuls artistes qui méritent d'avoir leur nom et d'être distribués, d'être vendus et d'être achetés. Donc, comme effectivement la grande consommation est plus massive, je cherchais le mot, un mot pudique, est plus massive que la consommation sélective, les chaînes commerciales préfèrent la consommation massive. Donc, il faut bien que sur les télévisions traditionnelles puisse aussi s'exercer sur Internet. Internet doit pouvoir être le prolongement d'émissions, doit pouvoir être également le lieu de rencontre et d'innovation et précurseur peut-être d'émissions, donner des sujets d'émissions. En revanche, ce qui me soucie beaucoup, et par une expérience personnelle que j'ai faite, je regrette infiniment, et j'en ai parlé à l'intérieur de France Télévisions, c'est que sur des sites, des chaînes et des sites de France Télévisions, on puisse avoir sur nos sites internet des blogs qui sont ouverts par des gens de petit intérêt, qui se mettent à raconter tout et n'importe quoi, y compris qui diffament les gens. Je connaissais le sujet, donc je sais que c'était une diffamation. Je n'ai pas poursuivi parce que ça aurait été lui faire un trop beau cadeau que de faire un contentieux. Et je n'avais pas de temps à perdre pour cette aussi petite chose, mais que mes propos lui soient rapportés me ferait le plus grand plaisir. Et donc, cette expérience personnelle m'a permis de rappeler au sein de France Télévisions qu'il était extrêmement important que, alors qu'on s'efforce d'avoir un contrôle éditorial, qu'on s'efforce de dire aux journalistes qu'aucune information, d'avoir une règle de déontologie, qu'aucune information qui est diffusée le soit sans vérification des sources, sans authentification des sources et sans un minimum de vérité, qu'on exerce même contrôle éditorial sur les sites qui portent nos noms. Et c'est aussi un souci plus général de l'ensemble des blogs. Depuis une éternité, ça ne date pas de la télévision, mais l'édition aussi avait son contrôle. On ne peut pas écrire, bien sûr il y a le droit d'expression, bien sûr il y a la liberté d'expression, bien sûr il y a le droit à la création. Mais on ne fait pas œuvre historique quand on fait de la fiction. Alors, on a le devoir de différencier aussi bien dans l'édition littéraire, dans l'édition télévisée, et je le souhaite dans l'édition Internet, de faire la différence et de bien marquer la différence entre ce qui est invention, imagination et fait réel. Et ça, c'est un contrôle qui doit impérativement se mettre en place à partir des opérateurs, à partir des responsables de sites, commencer à imaginer un contrôle. Etc. a complètement été zappé par Pernod. Ils n'ont gardé que l'aspect rappeur d'une région de France. Donc en plus, la télévision a réussi à remettre dans son schéma idéologique classique qui était la France des provinces, quelque chose qui pourtant était au départ un discours anti-France provinciale justement. Donc bon, déjà, ça prouve bien que non seulement les rapports sont complexes et multiples, mais qu'en plus, tout dépend de comment on veut l'interpréter. Donc c'est quand même la télévision qui a